Et bienvenue dans Faut pas croire. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain français qui a littéralement sauvé les librairies en ces temps de Covid. Près de 200 000 exemplaires vendus de son livre Yoga. Bonjour Emmanuel Carrère. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Faut pas croire pour parler de votre livre Yoga. C'est un livre bouleversant, assez terrible, un livre drôle aussi par endroits dans lequel vous vous mettez à nu. Alors on avait l'habitude de suivre votre vie dans vos livres, Emmanuel Carrère. C'est d'ailleurs votre marque de fabrique de vous raconter. Mais là vous allez plus loin, vous racontez votre dépression profonde, la troisième que vous avez vécue, la plus grave aussi. Vous racontez la bipolarité qu'on vous diagnostique à l'âge de 60 ans et qui vous vaudra d'être interné pendant plusieurs mois à l'hôpital de Sainte-Anne à Paris. Là, vous subissez des électrochocs, vous recevez des injections de kétamine. Vous songez très sérieusement au suicide avant d'en sortir et d'écrire ce livre Yoga. Est-ce que cette fois-ci, Emmanuel Carrère, ça a été plus dur que d'autres fois d'écrire, de vous dévoiler, d'aller aussi loin ? Alors, tout ce que vous dites est vrai. Heureusement, il n'y a pas que ça. Le fait est que non, une des choses que raconte ce livre, c'est effectivement ce qu'on appelle une dépression mélancolique. Et quand on dit dépression mélancolique, c'est vraiment un terme psychiatrique précis qui ne veut pas dire qu'on est triste, quoi. Ça veut dire que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus lourd. Comme le savent tous les gens qui ont traversé ça ou dont un proche a traversé ça. C'est difficile effectivement de raconter ça, pas pour des raisons, vous voyez, de pudeur, parce qu'on ne voudrait pas évoquer quelque chose, mais tout simplement parce que c'est une expérience psychique si extrême qu'on a l'impression qu'une fois qu'on en est sorti, on n'y a plus accès, enfin, les mots n'ont plus... Bon, il y a une comparaison très, très triviale, mais ça n'a rien à voir en termes de gravité. Mais une rage de dents, pendant que vous avez la rage de dents, c'est absolu, c'est une chose absolument... vous avez l'impression que vous donneriez votre vie pour que ça s'arrête. Une fois que la rage de dents a disparu, c'est une douleur dont... Enfin voilà, on ne peut pas la prendre... on la relativise, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, une dépression lourde est une chose beaucoup plus grave, mais il y a quelque chose qu'on ne sait, alors en même temps, on essaye justement de le raconter, on essaye de trouver les mots pour l'écrire. C'est mon métier, quoi. C'est le métier des gens qui écrivent. Alors, on peut dire leur vie, mais on peut dire même pas en dehors d'écrire sa vie, mais tout simplement qu'ils essayent de dire quelque chose de ce que c'est que d'être un être humain, quoi, de l'expérience humaine. On va continuer de discuter avec vous, Emmanuel Carrère, de ce livre Yoga. Mais d'abord, je vous propose qu'on regarde un petit portrait de vous mis en image par un autre Emmanuel Tagnard. Emmanuel Carrère, vous êtes né à Paris il y a 63 ans. Votre sensibilité protéiforme vous pousse vers la critique de films, les scénarios et aussi la réalisation, comme pour votre documentaire « Retour à Kotelnitch ». Un film dans lequel vous explorez l'âme russe transmise par votre mère, l'actuelle secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Hélène Carrère d'Ancos. À 29 ans, vous publiez La Moustache. Votre troisième roman raconte l'histoire d'un homme qui rase sa moustache sans que personne ne s'en rende compte, pas même son épouse. L'histoire est drôle, mais elle sombre rapidement dans la folie. C'est une histoire qui repose sur un truc arbitraire au départ, sur un truc qui est impossible qui se produit. Ça se termine sur un autre truc tout aussi impossible qui est la même chose. Ça appartient au même ordre de logique. Le problème, c'est de voir quelqu'un qui est dans notre ordre de logique à nous et tout, et qui est confronté à une situation impossible. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, ça se passe mal. Ce qui m'a étonnée, c'est que vous soyez si jeune pour avoir écrit ça. Je vous le dis comme ça. Non, mais enfin, il y a une difficulté à vivre, un mal de vivre. Il me semblait qu'il fallait être un peu plus âgé pour le décrire. En 2006, vous publiez L'Adversaire, l'histoire de Jean-Claude Roman. Cet homme fit croire aux siens pendant 20 ans qu'il travaillait comme médecin au siège de l'OMS à Genève. Lorsque l'imposture est découverte en 1993, il assassine toute sa famille. Au-delà du fait divers, avec ce qu'il a à la fois
d'invraisemblable, de monstrueux et de radical. Ce qui m'intéressait là-dedans était de toucher à des questions qui nous sont communes à tous, si vous voulez. La part d'imposture. La part d'imposture, la part de mensonge, et ça, la part du diable. Ça existe chez chacun de nous. Dieu merci, ça ne prend pas des formes aussi radicales et extrêmes, mais ça existe chez chacun de nous, et c'était à ça que je voulais toucher, c'était à ça que je voulais confronter le lecteur. De nombreux prix couronnent vos œuvres. Le Femina, le prix du Ménil, le prix de la langue française, le prix Renaudot en 2011 est attribué à Limonov. En 2012, Le Royaume, votre enquête sur les premiers chrétiens autour des apôtres Paul et Luc, remporte un grand succès. Une façon d'explorer la crise mystique que vous traversez pendant 3 ans. Il y a une vingtaine d'années, étant d'ailleurs dans un état de grande détresse, j'étais très malheureux, je me suis converti. À l'époque, j'aurais dit que j'avais été touché par la grâce, et pendant 3 ans, à peu près, j'ai été un chrétien très fervent, je dirais même très dévot et même dogmatique, ce que je suis plus du tout. Je me définirais même plus comme un chrétien. Cette année, vous publiez Yoga. Le récit commence par la description d'une retraite de méditation. Une méditation brutalement interrompue par les attentats de Charlie Hebdo. Et puis vous plongez au cœur de la maladie psychique en découvrant à 60 ans votre bipolarité. Votre dépression est soignée à coups d'électrochocs, desquels vous vous réveillez, comme d'un cauchemar récurrent, face à un tableau de Raoul Dufy. Pour vous reconstruire, vous vous occupez de jeunes migrants en transit sur l'île grecque de Léros. On y découvre votre amour pour l'héroïque polonaise de Chopin, interprétée par Martha Argerich. Une mélodie sur laquelle vous esquissez un pas de danse à la manière d'un ours, un peu comme dans un film avec Anthony Quinn. Une danse à la vie, malgré tout. Emmanuel Carrère, ça fait 30 ans que vous pratiquez le yoga, le tai chi, la méditation, et pourtant ça ne vous a pas sauvé de la dépression. Au fond, à quoi peut bien servir le yoga ou même la méditation si ça ne nous sauve pas? Mais rien ne nous sauve. Il n'y a pas quelque chose qui va nous sauver de la vie. Ce que j'appelle yoga, dans ce que je mets sous ce titre, j'entends dans un sens assez large qui n'est pas, disons, uniquement cette gymnastique très bienfaisante que nous sommes si nombreux à pratiquer, et en s'en félicitant, ça c'est sûr. Mais disons, c'est toutes ces disciplines d'origine orientale qui, à partir d'un exercice physique très assidu, visent à l'exploration et éventuellement la transformation de la conscience. Alors, ça peut, idéalement, on se dit que ça conduit à la sérénité, à la sagesse, au bonheur. Peut-être. Il y a des gens que leur disposition, que leur configuration psychique ne rend pas spécialement doué pour la sérénité ou le bonheur. Et ça n'empêche pas que ça vaut le coup d'avancer sur ce chemin quand même, parce que c'est pas seulement un chemin de bonheur, mais un chemin de connaissance. Et ça, toutes ces pratiques conduisent peut-être à une connaissance plus large de la vie, y compris par... vous savez, il y a un très beau titre d'Henri Michaud qui est « Connaissance par les gouffres ». Ça serait peut-être prétentieux de m'inscrire sous cette invocation, mais le fait est que ce livre raconte un peu une connaissance par les gouffres, oui. Pas seulement, mais par les gouffres. Mais il y a l'idée aussi d'avoir une discipline malgré tout. Oui, il y a aussi, en effet, l'idée d'avoir une discipline malgré tout. Et malgré tout, c'est bienfaisant. Malgré tout, ça aide à tenir. Encore une fois, même si on est plutôt exposé aux troubles psychiques, à toutes sortes de misères psychiques,
ça fait tenir, ça aide. Et ça aide à mieux, à défaut d'y remédier, à mieux savoir ce qui vous arrive. Je crois vraiment qu'on est... qu'on est au moins autant sur Terre pour savoir, pour en savoir un peu plus sur ce que c'est que cette expérience, que pour être heureux. Être heureux, ça peut... je veux dire, j'ai rien contre, hein, et je veux dire, et j'aimerais bien, et car parfois je le suis, comme d'autres, mais j'ai l'impression, vous savez, que c'est pas un but en soi, que Lacan disait que dans la psychanalyse, la guérison, dans le meilleur des cas, advenait de surcroît. Pour moi, le bonheur est quelque chose qui peut advenir de surcroît. C'est pas garanti. Quelquefois, ça arrive et c'est une très bonne surprise. Mais le but de la vie, pour moi, c'est d'en savoir un peu plus sur la vie. On vous a diagnostiqué un trouble bipolaire de type 2. Vous l'expliquez dans le livre, Emmanuel Carrère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, vous savez, la bipolarité, c'est quelque chose dont on s'est mis à beaucoup... Enfin, comme si le mot... était un peu à la mode. Et voilà, était depuis, je sais pas, une dizaine, une vingtaine d'années, était un peu mis à toutes les sauces. Et au fond, ça désigne quoi ? Ça désigne une version excessive, pathologique, de ce qui est notre lot à tous. C'est-à-dire, vous voyez, l'alternance entre des moments de ciel clair et des moments de nuages, entre des moments d'exaltation, des moments d'accablement. Ça, on a tous ça, tout le temps. Et simplement, il y a des gens chez qui ces variations ont une amplitude plus grande. Les hauts sont plus hauts, les bas sont plus bas. Il y a des gens chez qui ça prend un tour, mais vous savez, je sais pas, les gens qui dans les phases dites maniaques, puisqu'on disait autrefois maniaco-dépressif pour ça, les gens qui dans les phases maniaques, je sais pas, sortaient tout nus dans la rue, faisaient en tenant des discours exaltés, et puis des gens, comme c'est mon cas, chez qui les phases maniaques se signalent par une espèce de surchauffe mentale, par des espèces de, comme si vous voyez toutes les pensées allaient plus vite, de façon presque, on ne sait plus très bien où elles vous conduisent. Mais en même temps, ça ne conduit pas à des comportements absolument extravagants, quoi. C'est plus discret et peut-être plus perfide. En tout cas, au fond, c'est une version exagérée de ce qui est à peine un trouble. Mais ça devient un trouble, effectivement. Et ça peut être quelque chose qui... Alors justement, dans des cas comme le mien, c'est finalement davantage la plongée dépressive. C'est ça qui est le plus spectaculaire. Et c'est effectivement davantage de ça que je parle dans ce livre. D'ailleurs, vous inventez un mot, Emmanuel Carrère, le mot immémorable pour raconter ce qui s'est passé à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne. Vous écrivez « Ce que je raconte a l'air horrible, mais c'était en réalité beaucoup plus horrible, d'une horreur inracontable, indescriptible et innommable, immémorable ». Comment on fait pour se remettre de ça, pour se relever de ça ? Alors, je fais juste une remarque au passage. Je me vante là d'avoir inventé ce mot, mais alors que pas du une tout. amie m'a fait remarquer qu'il existait, qu'il était dans le dictionnaire, et que je m'étais trompé complètement à ce sujet. Qu'est-ce qu'on disait ? Mais toujours est-il, comment est-ce qu'on fait pour se remettre d'une expérience comme celle-ci ? On se remet parce qu'à un moment, on se remet. Je veux dire, si on ne meurt pas de quelque chose, on se met à aller mieux, fatalement. Alors, quand je dis fatalement, c'est aussi par des moyens qui sont par il y a une aide médicale. Il faut bien dire, alors j'ai reçu ce qu'on appelait des électrochocs, et maintenant que c'est comme ça va être très très mauvaise presse, on appelle ça désormais des ECT, électroconvulsothérapie, qui sont tout de même une thérapie lourde, dont je ne sais pas au fond si c'est ça qui m'a tiré d'affaire. Et je ne le saurais jamais. Au fond, c'est comme... on ne sait jamais ce qui se serait passé si on avait pris l'autre chemin. On ne sait jamais ce qu'aurait été la vie si on n'avait pas été en analyse au lieu de l'être ou l'inverse. Mais à un moment aussi, ce qui tout de même vous stabilise, puisqu'il s'agit quand même de stabilisation, c'est des médicaments. Et alors là, il y a quelque chose qui me trouble, c'est que les médicaments, en l'occurrence le lithium, des choses comme ça qui sont connues pour avoir
ont des effets stabilisateurs indéniables qui mettent du temps à faire effet parce on met beaucoup de temps à ajuster le dosage. C'est pas du tout une science exacte. Mais vous continuez de les prendre là? Oui, bien sûr. Et si ça se trouve, j'en prendrai à vie parce qu'en plus, ça a pas, ou dans mon cas, ça n'a pas d'effet secondaire, donc c'est assez indolore. Ce qui me trouble, c'est que je fais partie des gens qui ont passé une partie de leur vie en analyse et que jamais aucun des 3 analystes que j'ai plus que consultés sur le divan desquels je me suis allongé pas mal de temps, jamais n'a envisagé cette hypothèse, comment dire, vraiment pas purement psychiatrique, quelque chose qui relève de la médecine et qui relève de la médication aussi. Et je trouve ça, dommage. Je trouve que ça témoigne d'une certaine, comment dire, d'une façon, de quelque chose d'un peu rigide, quoi, dans la psychanalyse. Je fais des exceptions, hein, je veux dire, il y a des grands analystes. J'en ai à un moment de ma vie rencontré un, et dont je parle dans le livre, qui c'était François Roustan. Et François Roustan, en fait, quand je l'ai connu, n'était plus du tout un analyste, en réalité. C'était un maître zen. Roustan est quand même le mec, c'était un très vieux monsieur, j'étais venu voir, il faisait des séances uniques. Lui, alors là, il ne voulait pas d'accoutumance. Mais lui non plus, il n'a pas diagnostiqué votre bipolarité. Non, effectivement. Mais lui, il m'a fait un autre truc. J'étais là, je disais, c'était longtemps avant, je disais que j'en étais au point de vouloir me suicider. Et Roustan m'a regardé de son œil bleu. Il m'a dit, oui, le suicide a mauvaise presse de nos jours, mais quelquefois, c'est la bonne solution. Là, vous êtes quand même assez séché, parce que vous n'attendez pas qu'un thérapeute vous dise ça. Et là-dessus, il a ajouté la phrase fulgurante, il a dit « Sinon, vous pouvez vivre ». Je trouve ça beau. Et vous avez vécu... Oui, j'ai vécu tant bien que mal, comme on vit tous en réalité. À part ça, Emmanuel Carrère, vous avez tenté d'être croyant. Vous avez raconté tout cela dans le livre Le Royaume. D'ailleurs, vous avez été croyant pendant 3 ans, puis plus. Qu'est-ce qui a raté? Comment ça se fait que ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que ça n'était... au fond, parce que c'était pas une bonne affaire. Ce que je veux dire, c'est que ce que je raconte dans ce livre, Le Royaume, qui est par ailleurs essentiel, un livre sur les débuts du christianisme, sur la naissance des évangiles, tout ça. Mais je raconte qu'à un moment de ma vie, où ça n'allait pas fort, une fois de plus, je me suis vraiment tourné vers la foi chrétienne. Mais j'ai voulu croire comme quelqu'un qui cherche un refuge là-dedans. Et comme je suis assez volontariste et que je ne fais pas les choses à moitié, je me suis dit, je vais être un vrai chrétien, mais au sens quelqu'un qui adhère au credo de l'Église catholique. Ça n'a pas tenu indéfiniment parce que je veux offenser personne, mais en réalité, il n'y a pas un article du credo auquel je puisse adhérer. Je veux dire, je ne sais plus qui disait, là c'était... Orwell, je crois, qui disait la foi, c'est croire quelque chose dont on sait que c'est pas vrai. En revanche, j'ai l'impression, avec le temps, je me suis absolument détaché de cette forme de foi. Mais néanmoins, sans aucune espèce de croyance, je veux dire, sans croire en Dieu, ce qui n'est nullement nécessaire, mais je continue à être très nourri par l'Évangile, par la parole évangélique, de ça qui continue à me paraître probablement la meilleure des boussoles dans la conduite de la vie. Parce que je pense qu'en réalité, il y a très peu d'articles il n'y a pas d'articles de foi dans les évangiles, il n'y a rien de tel, il n'y a pas de croyance, il n'est même pas question de Dieu ou à peine. Il est question de loi de la vie. Et ceux qui expriment la parole du Christ, ce sont des lois de la vie. Ce sont des lois de la vie qui disent, en réalité, c'est pas ce qu'on croit. C'est le plus souvent le contraire de ce qu'on croit. Ce qui nous paraît le sens commun, on se trompe, c'est l'inverse. C'est-à-dire, cette espèce d'inversion. Ce qui est marrant, c'est que Nietzsche, qui était un ennemi du christianisme, prônait l'inversion de toutes les valeurs, et il n'y a pas de plus grande inversion de toutes les valeurs que le christianisme. Et
au fond, c'est presque... ça a l'air d'une provocation, mais je me sens beaucoup plus près du christianisme aujourd'hui, où, encore une fois, je n'adhère pas à un mot du credo, que au temps où je me sentais un chrétien dogmatique. Du coup, est-ce que c'est peut-être l'écriture qui est votre salut, à vous, Emmanuel Carrère? Je ne sais pas si... Ou alors, sinon, mon salut, ma planche de salut, disons. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais ça veut dire qu'on nage vers. C'est... ou on pourrait dire, c'est mon karma, ou on pourrait dire, c'est la chose... c'est la chose que j'ai à faire sur Terre, et c'est une grande chance d'avoir une chose à faire sur Terre, même quand on a... je veux dire, quand on est... sujet à pas mal des misères psychiques, des choses comme ça. Avoir quelque chose à faire comme ça, quelque chose, je ne dirais pas dont on sait le faire, on ne sait pas le faire, mais qui est ce qu'on a à faire, oui, c'est une grâce même, on pourrait dire. Je vous propose, Emmanuel Carrère, qu'on regarde quelques images, encore une fois, parce que dans votre livre, vous évoquez la migration, le drame des migrants sur les îles grecques. On regarde quelques images et ensuite on revient. Emmanuel Carrère, on regarde ces images qui laissent personne indifférent. Vous racontez dans le livre que vous êtes allé sur l'île de Léros, aider de très jeunes migrants, des adolescents. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement-là? Je dis juste, et Léros, c'est rien à côté de Lesbos. Et ça, c'est des images qui ont été filmées à Lesbos. Oui, voilà, parce que Lesbos, Léros, c'est 2 ou 3, c'est un hotspot, comme on dit, de 2 ou 3 000. Lesbos, c'est 12 ou 15 000, qui en plus ont été récemment incendiés. Enfin, c'est vraiment un lieu de cauchemar. Bon, moi, je me suis retrouvé de façon un peu accidentelle à Léros, parce que je séjournais en Grèce à ce moment-là, et je me suis retrouvé comme... à me dire que je pourrais me rendre un peu utile aux autres et à moi-même en même temps en venant, en l'occurrence, je faisais un atelier d'écriture pour des jeunes migrants, enfin pour l'essentiel afghans ou venant de la Corne de l'Afrique, des mineurs. Et quand vous dites qu'est-ce qui vous pousse, on est poussé par des sentiments très nobles, qui sont de vouloir se rendre utile. On est poussé aussi par des sentiments moins nobles, mais que je ne vois pas de raison de mépriser, qui sont qu'on est... les gens qui sont dans l'humanitaire, ce que je n'ai été que là que très très marginalement, enfin moi à la marge, souvent, c'est des gens très fracassés. Hein. C'est des gens aussi... c'est les mêmes aussi qu'on voit sur les lignes de front, des trucs comme ça. C'est des gens qui... ont besoin chez qui il y a une espèce de mal-être, de détresse, de choses comme ça, et qui trouvent un exutoire dans des situations extrêmes, et je ne critique pas ça du tout. Je pense au contraire que ce sont des moteurs très, très, très importants. C'est un peu pareil, si vous voulez, d'une façon générale, les choses les plus nobles, on ne les fait pas avec de la pureté, on les fait avec l'espèce de glaive, de misère qu'on a, qui est chacun d'entre nous. Et j'ai essayé un petit peu dans ce livre de recueillir un peu des récits de ces jeunes gens, de les écouter, de les aider un tout petit peu autant que je pouvais. Et j'ai aussi fait le portrait d'une femme avec qui
j'ai fait enfin, que j'assistais en réalité, puisque c'était elle qui l'avait mis en place, cet atelier d'écriture, qui est une femme pour qui j'ai une très grande sympathie, mais qui effectivement enfin, c'est un portrait typiquement d'une de ces personnes engagées dans l'humanitaire, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu perdu, de sachant pas très bien où elle en était dans sa vie, et qui se trouve là, et se trouve à ce moment, cette espèce de croiser des chemins avec des gens qui lui sont très étrangers. Et c'est comme des détresses qui se rencontrent et qui s'épaulent. En parlant de femmes, Emmanuelle Carrère, votre livre Yoga, qui a fait le buzz dans cette rentrée littéraire, s'est aussi retrouvé au cœur d'une polémique. Votre ex-femme a marqué son désaccord par voie de presse. Vous avez aussi répondu par voie de presse. Au fond, est-ce que vous comprenez ce qui se joue là? Est-ce que c'est une des conséquences de cette littérature du mois ou d'un livre autobiographique? Les risques du métier. Bien sûr que je comprends ce qui se joue là. Ce qui se joue là, c'est toujours le risque d'offenser quelqu'un. Et en plus, ce risque, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un roman russe il y a longtemps, dans lequel j'ai réellement offensé ce qui était ma compagne de l'époque. Et votre mère. Ouais, mais surtout ma compagne de l'époque, parce que ma mère, je disais des trucs qui étaient entre nous absolument, qui étaient la famille. Alors que là, vraiment, je l'ai blessée. Et je ne suis pas fier de ça, et je regrette ça, et je pense que je me suis juré de jamais le refaire. Et dans ce livre, à la vérité, je ne l'ai pas refait, puisque mon ex-femme, dont j'avais parlé dans le livre, en parlant d'elle avec énormément de gratitude et de respect, a exigé que je retire tout ce que j'avais écrit sur elle, et c'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi je suis un tout petit peu étonné, puisque j'ai respecté sa volonté, quoi. Mais est-ce que vous pensez que c'est pour ça que vous figurez plus sur les listes du Goncourt ou du Médicis, alors que vous figuriez sur les premières listes? Est-ce que c'est cette polémique qui a fait que, ça, j'en sais rien. Que vous n'êtes plus... J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Ça, je suis pas du tout dans le secret de ces Mais délibérations. c'est un regret. Hein? C'est un regret de plus être... Oh, c'est pas une... Vous savez, la première fois où j'ai été sur les listes du Goncourt, c'était en 1988, il y a 32 ans. Donc si vous voulez, peut-être que j'aurai un jour... Mais disons, je vis très bien sans, vous comprenez. Merci beaucoup, Emmanuelle Carrère. Merci d'être venu. Quant à vous, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou sur nos réseaux sociaux.